Salut à tous, aujourd'hui on s'éloigne du désert de Gobi pour se rendre à la capitale de la région de Gansu qui s'appelle Lanzhou. Entre Donghua et Lanzhou, il y a environ 1000 km, alors on a pris un train de nuit pour faire le trajet. On a loué une chambre chez l'habitant dans un quartier résidentiel. Et même si les proprios ne parlent pas un mot d'anglais, leur appart se trouve juste à côté d'une ligne de bus qui dessert la plupart des sites touristiques. Ce qui veut dire que c'est un pied-à-terre idéal pour continuer notre aventure. La ville de Lanzhou est située au centre d'un nœud de réseau routier qui dessert toute la région. Et j'avoue qu'à première vue, le coin n'est pas spécialement agréable à visiter, avec les bâtiments tout gris et les bouchons qui en finissent pas. Mais en fait, ça dépend des quartiers et ça devient beaucoup plus joli une fois qu'on se rapproche du fleuve qui traverse la ville, qu'on appelle le fleuve jaune et qui doit son... Ah ben forcément, hein, comme on est en Chine, c'est normal qu'il s'appelle le fleuve. Je disais donc, qui doit son nom à la couleur de son eau trouble et qui charrie énormément de vases. Pendant notre séjour, le fleuve était en crue, et il paraît que les inondations sont fréquentes dans la région, surtout à la saison des pluies. Ce qui lui donne un aspect parfois tumultueux et son caractère pour le moins capricieux. Tiens, ça me rappelle un truc ça. Mais vous savez, le Nil est un fleuve capricieux, hein, de temps en temps tumultueux, de temps en temps paresseux. Je ne sais pas si vous connaissez d'ailleurs ce très beau poème égyptien sur le Nil, justement. En Chine, le fleuve jaune s'étend d'est en ouest sur plus de 5400 km, ce qui en fait le second fleuve le plus long du pays après le fameux Yangtze-Kiang. Mais comme on dit si bien, c'est pas la taille qui compte, puisqu'il reste malgré tout le numéro 1 dans le cœur des Chinois. Et ça c'est parce que depuis l'aube des temps, il continue d'arroser des régions agricoles, dont certaines qui comptent aujourd'hui parmi les plus anciennes de toute la Chine. D'ailleurs, les historiens s'accordent carrément à dire que le fleuve jaune ne représenterait ni plus ni moins que le berceau de la civilisation chinoise. Et pour approfondir ce sujet, on va se rendre maintenant dans le musée d'histoire archéologique de Lanzhou, qui retrace l'évolution de la province de Gansu depuis l'apparition des premiers hommes jusqu'au début de la route de la soie. Tout d'abord, grâce aux fossiles et aux poteries retrouvées dans la région, on sait désormais que les premières civilisations à s'être développées en Chine se sont d'abord installées le long du fleuve jaune il y a plusieurs milliers d'années avant notre ère. La plupart de ces sociétés primitives ont d'abord vécu de cueillette et de chasse avant de se sédentariser pour adopter un mode de vie basé sur l'élevage et l'agriculture. Au cours des siècles qui vont suivre, la domestication du cheval jouera un rôle essentiel dans le développement de la culture chinoise, puisque les migrations vont commencer à s'accélérer et les régions autour du fleuve jaune vont alors voir apparaître tout un tas de communautés voisines qui vont clairement s'influencer les unes les autres. Notamment les tribus nomades au nord, comme par exemple les Hun, qui en fait étaient plusieurs. Et la culture de Sanxingdui au sud, dont je vous ai déjà parlé dans une autre vidéo. Par la suite, les différentes invasions d'un côté et l'ouverture de la route de la soie de l'autre vont largement contribuer aux échanges avec le reste du monde. Et les inventions qui nous viennent de Chine vont radicalement modifier la culture occidentale. Par exemple, vous savez sûrement que les Chinois ont inventé les feux d'artifice et les baguettes, mais je pense que vous serez largement plus surpris d'apprendre qu'on leur donne des objets du quotidien aussi divers que variés, tels que la boussole, la brosse à dents, la brouette, les crèmes glacées, le papier monnaie, le papier toilette ou encore le football. Et ouais, même le sport le plus populaire dans nos contrées, ils viennent d'abord de chez eux. Mais comme leur nom l'indique, les échanges culturels, ça va dans les deux sens. Et tandis que l'influence de la culture chinoise s'étend dans les autres pays, elle va aussi se modifier au gré du temps en adoptant certaines traditions ou modes de pensée propres à d'autres civilisations.
Par exemple, la religion bouddhiste découverte et rapportée de l'Inde va littéralement bouleverser les arts et la philosophie dans tout le pays, comme on a pu voir entre autres avec les grottes de Mogao. Bref, le fleuve jaune demeure le témoin de la naissance et de l'épanouissement de la culture chinoise dans le pays et à travers le monde. Et c'est pourquoi les Chinois le considèrent aujourd'hui non seulement comme le symbole de leur nation, mais ils le surnomment même le fleuve maternel, ce qui, à Lanzhou, est parfaitement représenté par une magnifique sculpture de granit érigée en son honneur. Bon, vous, je sais pas, mais moi, je parle, et je commence à avoir un petit creux. Alors pour varier les plaisirs, on va aller déguster maintenant quelques spécialités locales. Comme partout en Chine, la cuisine de Lanzhou est extrêmement variée, mais comparée aux régions plus au sud, elle est avant tout influencée par les minorités musulmanes qui habitent la région. En termes de viande rouge, on mange donc peu de porc, mais plutôt du bœuf ou du mouton. On peut aussi goûter du chameau, mais j'ai pas eu l'occasion de tester. C'est drôlement farci, hein? Personnellement, j'ai surtout été impressionné par la cuisse de mouton grillée à la braise, dont la chair est tellement tendre qu'on peut même la couper avec une simple baguette de bois. Et je vous parle pas de la bière à l'ananas qui est à tomber par terre. Mais le plat qui fait la fierté de la ville, c'est la soupe de vermicelle avec des tranches de bœuf ou de mouton. C'est un plat traditionnel qui a vu le jour au cours de la dynastie Qing et qui a depuis acquis une réputation phénoménale puisqu'on peut désormais en déguster différentes versions dans toute la Chine. Pour préparer les nouilles, le chef aplatit d'abord la pâte avec un maillet et un peu d'huile de coude. Puis il l'étend le plus possible avec ses bras avant de la faire tourner entre ses mains, ce qui lui donne une consistance plus molle et élastique que nos spaghettis habituels. Après ça, il découpe des lamelles plus ou moins fines selon la demande du client, avant de les rajouter à un bouillon préparé avec ou sans piment qui arrache, là aussi en fonction du client. Et ben voilà, après ce petit tour d'horizon historique et culinaire de la ville, on va s'arrêter là pour l'instant, et la prochaine fois, je vous amène faire un peu de grimpette pour aller visiter l'un des parcs naturels les plus célèbres de Lanzhou. Donc on se retrouve très bientôt pour de nouveaux vadrouillages. Ciao!